Bonjour et bienvenue à la télévision rwandaise. Tout de suite, voici le journal. La délégation de la diaspora rwandaise vivant au Sénégal a apporté son soutien aux aux personnes vulnérables du secteur de Mukura dans le district de Huye et a payé les frais de mutuelle de santé pour 1000 personnes. Cette assurance maladie publique à laquelle adhère la population entière qui n'est pas affiliée à d'autres sociétés d'assurance au Rwanda depuis Huye. Rejoignons notre consoeur Consolate Kamagash. Oui, merci Studio. Je suis avec le docteur Jovit Ndahinyurgwa, le représentant de la délégation de la diaspora rwandaise au Sénégal. Il peut nous expliquer, ils sont ici juste pour apporter leur contribution. Ce qui concerne la mutuelle de santé, il faut payer pour 1000 personnes. Pour plus de détails, laisse-moi vous passer le docteur Ndahinyurgwa. Il va tout nous expliquer. Merci pour l'interview. Effectivement, nous sommes ici en tant que délégation de la communauté du Sénégal, de la communauté rwandaise vivant au Sénégal. Nous avons depuis l'année passée initié une initiative qui tend à contribuer à la mutuelle de santé, au développement du système de mutuelle de santé au Rwanda. Et à travers une contribution que nous donnons à un district afin d'épauler dans l'achat des mutuelles de santé à la population la plus démunie de ces zones-là. L'année passée, nous avons fait cette initiative dans le district de Nyagatare et aujourd'hui nous sommes dans le district de Huye et nous pensons que c'est une initiative qui va continuer parce qu'à travers ces mutuelles, nous voulons aider la population démunie à pouvoir sortir de la pauvreté. La santé d'abord, la santé compte pour le développement du foyer, la santé compte pour le développement du pays et c'est pour ça que la communauté, avec l'appui et l'assistance continue de l'ambassade du Rwanda au Sénégal, nous initions cette contribution que nous donnons à nos concitoyens qui se trouvent au pays. Pourquoi le choix de ce district? Il nous dit que la fois passée c'était avec Nyagatare. Est-ce qu'il travaille avec Arabissi? On doit savoir comment ils choisissent ces districts. Tout à fait. Nous travaillons avec Arabissi. Nous leur demandons quels sont les districts qui sont en train. Ils nous donnent 3-4 districts. Et puis parmi ces districts, nous essayons de collaborer avec les maires pour décider quel est le district le plus nécessiteux. Ça ne veut pas dire que c'est le dernier, mais le plus nécessité, ça veut dire qu'on choisit parmi ces 4 districts lequel on va aider. Et c'est à tour de rôle, ça ne va pas se limiter à ces 2 districts. À chaque fois que nous aurons des moyens, nous allons épauler ces gens-là pendant une période d'une année. On n'a pas un jumelage avec un district quelconque, mais c'est tout district qui est dans le besoin. Et comme on l'a dit, nous essayons d'épauler. Par exemple, cette année, c'est 1000 personnes. C'est la contribution qu'on a pu collecter auprès de notre communauté vivant à Dakar, que nous remercions d'ailleurs énormément. Et l'année prochaine, ça sera peut-être plus de 1000 adhérents, plus de 1000 personnes, individus, auxquels nous allons aider à adhérer aux mutuelles de santé. Oui, merci Studio. Et précisons aujourd'hui qu'ils ont choisi ce district de Mukura du district de Huye. Consolate Kamagajou, le district de Huye. Ouverture à Dakar au Sénégal des assises internationales de la presse francophone par le président Macky Sall. Le chef de l'État sénégalais a appelé les femmes et les hommes de médias à privilégier la diffusion d'informations basées sur les faits et de ne pas tomber dans la sensationnelle. Maintenant, nous sommes avec Monsieur Madiamba qui est avec nous au studio. Bonjour. Bonjour ou bonsoir. Vous allez bien? Pourriez-vous nous parler du choix du thème médias, paix et sécurité? Oui, c'est avec plaisir que je parle. Je me félicite de la présence du force rwandaise à nos assises, qui sont les 50e de l'Union. Ce thème, vous venez de décrire, a été choisi pour une d'actualité, car nous savons le rôle joué dans l'application
l'installation d'une société pacifique, une société de paix. Mais aussi, nous savons combien les par leur dire, par leur propos, peuvent faire dégénérer des situations controversées au service. Je pense que nous avons justement en mémoire ce qui avait été vécu dans un pays. Monsieur Madiamba, avec effectivement ce thème médias, paix et sécurité, comment pourriez-vous donc, selon vous, doivent se comporter les médias pour atteindre les objectifs et relatifs? Les médias, professionnel veut dire donner des informations crédibles, des informations factuelles, mais aussi des informations livrées avec un certain sens de responsabilité. Nous pensons que les journalistes doivent contribuer à l'installation et faire en sorte que la division ne puisse pas se... Excusez-moi, Monsieur Madiamba, je vous prie de nous excuser, la connexion n'est pas bonne, on ne parvient pas à nous connecter. Indépendamment de notre volonté, on ne parvient pas à continuer notre entretien. On continue avec l'actualité pour parler des analystes politiques et ceux qui suivent de près la politique de la sous-région, qui estiment qu'il faudrait une attention particulière à la crise de l'Est de la République démocratique du Congo pour y trouver une issue durable. Pour l'ambassadeur Joseph Mutaoba, donc la dite crise n'a pas été abordée dans le fond. La situation sécuritaire en RDC, à l'est de la RDC, c'est une situation qui a été entretenue pendant plusieurs années. Entretenue, c'est-à-dire dans le sens du status quo. Donc pour dire, écoutez, voilà, nous connaissons la cause, mais on ne veut pas la regarder en face. Si vous connaissez la cause de cette instabilité, et que vous ne voulez pas adresser cette cause, vous n'aurez jamais de solution du tout alors, que ce soit dans un an, que ce soit dans 10 ans ou 23 ans, comme on vient de le passer, on ne peut pas trouver de solution à un problème si vous ne vous attelez pas à chercher et à adresser les causes de ce problème. Ceci a été évité de façon convenable. C'est comme si de rien n'était, non? Mais vous ne mettez pas le cou dans le sable et croyez que les problèmes vont être résolus. Non. Ce n'est pas parce que vous avez mis votre tête dans le sable que les problèmes vont être résolus. Non, pas du tout. Donc, le problème de sécurité ont commencé, nous le savons tous et nous sommes tous d'accord, que ça a commencé en 1994. Et quand ce problème qui n'existait pas avant entre le Congo et le Rwanda, par exemple, ça je vous donne cette version parce que les gens croient que tous les problèmes que le Congo a aujourd'hui, c'est à cause du Rwanda. C'est faux, archi faux. Donc si de 1994 à aujourd'hui, on n'a pas résolu le problème de groupes armés, que ce soit les FDLR, que ce soit les ADR, etc., qui sont aujourd'hui armés et qu'on en fabrique encore davantage, des groupes nationaux. Cette situation de sécurité ne va jamais être résolue. Donc résolvons les problèmes un par un. On adresse les causes, les racines du problème, et avec ça, on va dire, oui, on a fait tout notre possible, nous avons résolu. Mais il faut vous méfier des gens qui viennent avec leurs intérêts personnels et vous font croire qu'ils ont des solutions dans leur poche. Ce n'est pas vrai. Nous connaissons nos problèmes, nous connaissons l'origine de ces problèmes, qu'on ait l'amabilité et la courtoisie de nous dire vous choisissez ou vous parlez de vos solutions. Donc nous avons des solutions, mais qu'on nous laisse le temps, qu'on nous laisse le loisir de pouvoir nous asseoir et parler entre nous. Les gens n'ont pas le choix de parler. Non, vous n'avez pas de temps. Ce n'est pas nécessaire. Nous connaissons vos problèmes, nous avons vos solutions. Réellement? Oh non, nous avons des experts. Est-ce qu'ils le sont mieux que nous?
Ce point de vue est partagé par le juriste et spécialiste de la région des Grands Lacs, maître Jean-Baptiste Gassominali, qui estime que les solutions que le gouvernement congolais apporte aujourd'hui à la crise qui sévit depuis des années dans sa patrie ne peuvent pas apporter une paix durable dans ce pays comme dans la sous-région. L'impression que tout lecteur a de ces rapports, c'est que ces rapports ont beaucoup de choses de ressemblance. Et je me dis que c'est à cause effectivement des termes de référence qui sont donnés à ces experts des Nations Unies. Il y a des choses qu'ils ne veulent pas dénoncer, alors que ce sont des choses terribles qui se passent à l'est du Congo. Et ces choses sont faites par le gouvernement de la RDC. Bon, vu que le gouvernement de la RDC, le partenaire des Nations Unies et tous ses experts et les organisations internationales, je crois que c'est pour cette raison qu'ils ne veulent pas mettre à nu la vérité de ce qui se passe sur le terrain, parler des faits, parce que nous disons que les faits sont têtus et que les faits sont sacrés. Tu ne peux pas les changer. Mais ils ont quand même fait un pas, je dirais un pas... pas un pas des géants, mais ils ont quand même fait un pas parce que, bon, à part les accusations qu'ils aiment proférer toujours contre le gouvernement de la région, pour diluer la réalité qui se passe sur le terrain, ils ont quand même épinglé la collaboration qui existe entre l'armée burundaise, le FARDC, parce que l'armée burundaise a opéré pendant très longtemps sous la bannière des FARDC parce qu'ils portaient les uniformes des forces armées de la République démocratique du Congo. Les rapports aussi a mentionné, c'était pour la première fois, alors que c'était des faits qui étaient bien connus de tous, mais ils ont quand même écrit sur l'exacerbation des discours de haine qui prévalent et des discours de haine qui sont tenus par les autorités gouvernementales, des discours de haine dirigés contre la population Tutsi congolaise. Et ça, c'était quand même quelque chose de louable parce qu'au moins, ils ont franchi un pas et ils ont pu mentionner que ces discours de haine ont conduit aux tueries des gens, au lynchage des personnes en pleine ville, à la destruction méchante des villages, au razzia du bétail. Donc, tous ces détails, c'était des détails qui étaient bien connus des experts, mais qui ne figuraient pas dans leur précédent rapport. Une autre chose quand même qu'ils ont pu aussi... ils ne se sont pas attardés, mais ils l'ont quand même mentionné dans le rapport, c'est la collaboration entre la force génocidaire FDLR, les forces gouvernementales de la RDC et leurs milices supplétives, dont le Nyatura, le Wazalendo, le ZAPCLS et j'en passe. Ils ont aussi dans le rapport quand même mentionné beaucoup de réunions tenues entre les autorités provinciales du Nord Kivu avec toutes ces forces négatives, dont les chefs de ces groupes armés, les chefs des FDLR, les armes et les munitions qui ont été distribuées à ces personnes. Donc, le rapport contient des informations, certes, des informations qui étaient bien connues, mais dont eux ne voulaient pas faire mention. Donc, c'est après les critiques, effectivement, qui ont été formulées à l'encontre de leur précédent rapport qu'ils ont pu mentionner ces informations. Mais ils le font de façon intempestive. Ils n'ont pas donné des détails alors qu'ils les ont. Mais comme je le disais tantôt, bon, peut-être que les termes de référence des personnes qui les ont envoyés ne le permettaient pas de donner des détails. Mais à part les accusations, des fois, qui sont infondées, parce que ce sont des accusations qui ne sont pas étayées par des preuves irréfutables. Moi, je pense que je dirais que le rapport, en fait, n'a pas apporté beaucoup de nouveautés. Ils nous ont produit des informations, certaines qui étaient bien connues du grand public, mais dont ils n'ont pas voulu donner des détails. Donc,
pour moi, je ne dirais pas que c'est un rapport qui vient apporter une lumière sur quoi que ce soit. C'est au fait un rapport, bon, bien sûr, qui n'est pas très semblable au rapport précédent, mais c'est un rapport qui est incomplet, qui est biaisé et qui devait en principe donner des détails sur tout ce qui se passe à l'est du Congo, surtout en ce qui concerne les génocides qui est en cours, les discours de haine qui sont tenus par les autorités gouvernementales, les massacres de personnes, les lynchages de militaires en plein jour. Il y a tant de choses qui sont sur la place publique, mais dont les rapports de ceux qui s'appellent des experts ou ceux qui sont connus comme des experts des Nations Unies n'ont pas voulu mentionner depuis que ces choses existent. La SADC a commencé à déployer des forces sur le terrain à l'est du Congo et cela fait suite effectivement au retrait de la force des États d'Afrique de l'Est qui étaient déployés depuis plus d'une année, mais dont le gouvernement de la RDC a décidé le départ. Parce que, selon eux, ces forces n'ont pas accepté les injonctions du gouvernement de Kinshasa d'aller combattre les rebelles du M23. Et donc, pour cette raison, ils devront quitter le territoire congolais. Donc, chose promise, chose due, ces forces ont quitté le territoire congolais. Et en quittant, effectivement, la SADC a commencé à déployer. Là, on parle de plus de 200 militaires sud-africains qui sont sur le terrain maintenant pour préparer le déploiement des autres. On dit aussi que le gros des militaires de la SADC qui seront déployés à l'est du Congo étaient déjà déployés au sein de la MONUSCO, surtout au sein de sa brigade d'intervention, la fameuse brigade qui a été instituée en 2013 pour combattre le M23 et les autres forces négatives, mais qui avait décidé seulement de combattre le M23 et de laisser de côté les autres forces négatives. Donc, ces militaires vont rejoindre les Sud-Africains qui sont sur le terrain. Et selon le dire du gouvernement de Kinshasa et d'autres acteurs de la région de la SADC, ils disent que cette force a une mission offensive. Donc, ils viennent à l'est du Congo pour faire la guerre. Et je pense que le futur nous réserve des surprises. Si cette force pourra arriver à ses objectifs, parce que, comme je l'ai dit, nous croyons que une force militaire ne peut pas être et ne peut pas venir à bout des gens qui combattent pour leur droit à la survie. Et je ne vois pas la SADC gagner cette guerre, parce que le problème qui sous-tend ou qui est à la base de la guerre à l'est du Congo sont des problèmes purement politiques et qui nécessitent des solutions politiques. Et si ces solutions politiques ne sont pas activées, si ces solutions politiques ne sont pas trouvées, je ne pense pas qu'il y ait une force ou qu'il y ait des armes ou qu'il y ait une magie qui puisse vaincre des personnes qui combattent pour leur droit à la survie. Parce que là, on parle du droit à la survie. Et je pense qu'il y a eu quand même évolution. La SADC pense que nous sommes en 2013, mais je pense que là, nous sommes en 2024. Et après 10 ans, beaucoup de leçons ont été apprises. Je pense qu'eux-mêmes, l'avenir leur réserve des surprises. Ouverture à Dakar au Sénégal des assises internationales de la presse francophone par le président Macky Sall, qui a appelé les femmes et les hommes des médias à privilégier la diffusion d'informations basées sur les faits et non pas donc le fait de se baser sur le sensationnel. Suivons les détails. Devant plus de 200 délégués de l'Union internationale de la presse francophone, réunis au Centre international des conférences Abdou Diouf, le président du Sénégal, Macky Sall, a remercié la presse francophone mondiale pour avoir choisi la terre de la Teranga pour abriter cet important rendez-vous. Il a rappelé la pertinence de discussions dont la thématique est médias, paix et sécurité dans le monde actuel, troublé par de nombreux conflits, dont le journaliste paye un lourd tribut. Est-il nécessaire de rappeler qu'en 2023, plus de 140 journalistes ont été tués à travers le monde?
Il a ainsi interpellé les médias à se baser sur le fait et à ne pas tomber dans la facilité du sensationnel. De son côté, le président international de l'UPF, Madiambal Diaye, s'est félicité de voir son pays accueillir et battre ainsi les records d'organisation des assises de la presse francophone. Dans la mesure où les journalistes sont des acteurs dans le processus de construction de la paix, mais aussi de déconstruction de la paix. Mais aussi, ils sont des cibles prioritaires ou premières dans des situations de conflit dans tous les pays à travers le monde. Cette année, par exemple, l'organisation The Campaign Emblem a pu révéler que 140 journalistes ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions en 2023. C'est vous dire simplement que quand il faut prêcher la paix, quand il faut prôner pour la paix, les gens doivent être à la pointe de ce combat-là, à la pointe de cette initiative. La secrétaire générale internationale de l'UPF, Zahra Nazaria, a expliqué que l'UPF a atteint une maturité en accueillant ces assises de la presse francophone malgré une conjoncture mondiale difficile, d'où la thématique médias, paix et sécurité. Nous sommes ici cette matinée de janvier pour ouvrir le 50e Assise internationale de la presse francophone. Cette année, le thème va porter sur médias, paix et sécurité. Je pense qu'il n'y a aucun besoin de préciser à quel point le sujet est important, aussi bien dans cette partie du globe que dans le monde en général. Donc on a réuni près de 200 journalistes qui viennent des dizaines de pays, qui ont des expériences différentes, diverses, qui ont des parcours divers, qui ont des conditions d'exercice de leur métier qui varient aussi énormément. Et tout cela pour débattre donc de cette question qui a la même importance pour tout le monde, parce que vous savez, quand il y a la guerre, quand il y a une guerre qui arrive, quand il y a les bombes qui tombent, on ne discute plus si un pays est démocratique ou pas, on ne discute plus si la presse est libre ou pas. Il s'agit de la survie. Justement, on est là aujourd'hui pour débattre de ce problème, pour pas que ça arrive. Qu'est-ce que les médias ont comme responsabilité? Qu'est-ce que les médias ont aussi comme mission pour essayer de ne pas laisser les choses arriver? Parce qu'on voit très bien aussi qu'une guerre n'arrive pas d'une manière inattendue. La responsabilité des médias, la responsabilité des communicants en général est très importante. On peut aller d'un discours de la paix vers un discours de la guerre et ça peut changer en pratiquement quelques semaines. Ces assises de Dakar, du 9 au 11 janvier 2024, vont donc réunir le gratin de la presse francophone mondiale pour réfléchir autour du thème médias, paix et sécurité. La Banque rwandaise de développement annonce disposer de 100 millions de dollars destinés à faciliter l'obtention de crédits à long terme et à faible taux d'intérêt aux détenteurs de projets commerciaux favorisant la préservation de l'environnement. La particularité de ce prêt est que celui qui l'a obtenu se voit accorder une période significative avant le remboursement, que le remboursement ne débute. L'usine de Hawamungu-Wanslas est l'une des usines recyclage d'emballages usagés et chaque mois, elle traite environ 10 tonnes de sachets pour fabriquer d'autres produits. Sa direction dit qu'il s'agit d'un investissement d'environ 600 millions de francs rwandais auquel les institutions financières n'accordent aucune importance alors qu'il intervient dans la préservation de l'environnement, opinion que partage Kawandaru Kotana Donald, qui opère dans la vente des véhicules électriques. Les institutions financières résistent, affirmant que nos projets ne sont pas prometteurs, tout comme les sociétés d'assurance qui indiquent que nos activités présentent des risques. Cette situation affecte nos opérations et on n'avance pas comme on le souhaite. Jusqu'à présent, à travers la sensibilisation passée, à travers COP27 et COP28, il est évident que les gens commencent à s'y mettre
et que les banques s'y habituent de telle manière que nous espérons que l'argent sera disponible parce que les institutions financières commencent à nous approcher. Concernant mon projet IREM Fund, ils m'ont approché et dans quelques jours, ils pourraient me donner de l'argent pour que je puisse importer des véhicules électriques et d'installer des stations de chargement un peu partout dans Kigali et dans les villes secondaires, grâce bien sûr au crédit qui nous sera accordé à faible taux d'intérêt et qui sera remboursé au fur et à mesure que le projet prendra pied. Lors de la conférence internationale sur le changement climatique et la préservation de l'environnement, COP28, il a été promis à la Banque rwandaise de développement 100 millions de dollars, soit environ 100 milliards de francs rwandais, à investir dans les projets visant le commerce qui préserve l'environnement. La Banque rwandaise de développement, BRD, indique qu'un fonds a directement été mis en place pour faciliter aux propriétaires des projets visant la préservation de l'environnement d'avoir accès à des prêts à faible taux d'intérêt. twishimira nuko twabashije kuzana mu gihugu aya mafaranga kandi akaza ku giciro gihendutse. Ce dont nous pouvons nous enorgueillir, c'est que nous sommes parvenus à faire entrer au pays cet argent à moindre coût, inférieur à 12%, et c'est appréciable, et non seulement parce que nous allons accorder des prêts à long terme, soit 12 ans au maximum, et puis nous allons accorder une période de grâce de 10 ans au maximum. L'argent que nous allons accorder au projet IREM Fund que nous avons signé au COP, il y a une garantie de 50% en remplacement de l'hypothèque sur le crédit demandé chez les messieurs et particulièrement pour les dames, cette garantie pourra atteindre 75%, ce qui veut dire que nous avons aussi le souci de promouvoir davantage les femmes qui opèrent dans des projets qui préservent l'environnement. Les projets de préservation de l'environnement en question sont notamment ceux qui opèrent dans la distribution de l'énergie solaire, dans la vente des véhicules électriques, des projets de construction avec du matériel préservant l'environnement, l'agriculture supportant aux effets du changement climatique et des projets de recyclage des détritus pour produire d'autres objets de valeur. Winnie Nkurunziza pour la télévision rwandaise. Merci de Winnie Nkurunziza qu'on termine notre édition. Merci à vous tous qui étaient au rendez-vous d'actualité. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé la grande édition, je vous propose de suivre le reste du programme de notre chaîne. Vous étiez avec Amandine Dikoumassabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.